Donc, je m'appelle Karim Benzerara, je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille ici dans cet institut, l'Institut de minéralogie, physique des matériaux et cosmochimie, qui est hébergé par Sorbonne Université et le Muséum national d'histoire naturelle. J'ai fait des études généralistes en sciences, et notamment en sciences de la vie et sciences de la Terre. J'ai été étudiant à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. J'ai ensuite passé une agrégation de sciences de la vie et de la Terre, avant d'obtenir un diplôme de thèse, une thèse à l'université, à l'époque Denis Diderot, qui est devenu donc Paris-Cité aujourd'hui, et l'Institut de physique du globe de Paris. J'ai ensuite travaillé pendant un peu moins de 2 ans aux États-Unis, en Californie, à l'université de Stanford, avant d'être recruté au CNRS. Donc là, en gros, il faut préparer les milieux de culture. En gros, c'est la cuisine. On prépare à manger pour les micro-organismes, et puis ensuite, on les inocule dans ces milieux de culture. Et ensuite, il faut les faire pousser. Donc là, donc on va faire ça dans les incubateurs, ce qu'on appelle les incubateurs. On a tous ces flacons avec cette solution verte. En fait, c'est nos bactéries, les bactéries qui nous intéressent, qui forment de la chlorophylle. Donc là, on a celle-ci qui pousse ici, et en fait, tout là, ces armoires, en fait, c'est des armoires thermostatées dans lesquelles il y a de la lumière et dans lesquelles on a des collections de cyanobactéries avec nombreuses espèces. Ici, on a des couleurs différentes, des morphologies différentes. Donc voilà, on a toute une diversité de cyanobactéries. Et ce qui nous intéresse notamment, c'est de comprendre comment cette diversité de cyanobactéries forme une diversité de minéraux, ou n'en forme pas d'ailleurs. Et donc ça nous permet ensuite de comprendre qu'est-ce qui fait que certaines peuvent former des minéraux ou ne peuvent pas. Il nous permet de comprendre comment elles les forment. Et aussi, qu'est-ce que le fait de former des minéraux, de ne pas en former, change à la manière de vivre de ces bactéries. En gros, à quoi ça leur sert pour celles qui en font. Alors, qu'est-ce que la biominéralogie? C'est un domaine d'étude qui vise à comprendre comment le vivant forme des phases minérales. Les enjeux de cette biominéralogie, c'est d'une part de comprendre les mécanismes, les acteurs moléculaires, que ce soit des protéines ou des sucres ou des lipides, différentes biomolécules, comment elles peuvent intervenir dans la formation et favoriser la formation des phases minérales. C'est aussi comprendre comment la formation de ces minéraux par les êtres vivants va influencer leur fonctionnement, leur physiologie, leur écologie. C'est comprendre comment la formation de ces minéraux, en retour, va influencer l'environnement autour de ces micro-organismes, et même à plus large échelle, va influencer le fonctionnement chimique de la surface de la Terre. Et ça peut aussi être de comprendre, déterminer comment, en formant des minéraux, ces micro-organismes peuvent laisser des traces de leur existence dans des roches, et qui pourront du coup être utilisés par les chercheurs pour trouver des traces de vie anciennes, très anciennes. Quels sont les différents champs d'application de la biominéralogie? Ils sont nombreux. Premier, je dirais, centre d'intérêt qui est purement fondamental, c'est en soi de comprendre comment les êtres vivants sont capables de former ces minéraux, et du coup comment ça a pu influencer leur biologie, et par conséquent comment il peut y avoir une sorte d'évolution croisée entre l'évolution du vivant et l'évolution des minéraux à la surface de la Terre, avec vraiment une portée très fondamentale. J'ai évoqué aussi la recherche de traces de vie anciennes. Bon, là encore, ce genre de questionnement a une visée de pure connaissance de l'histoire de la vie sur Terre, voire dans l'univers.
Ensuite, c'est aussi de comprendre l'évolution des environnements du passé, l'évolution des conditions chimiques à la surface de la Terre dans le passé. On s'intéresse dans le cadre des changements globaux à essayer de retracer comment sur Terre la température de la surface des océans ou bien la composition chimique des océans a pu varier au cours des temps géologiques. Eh bien, les biominéraux, les minéraux formés par le vivant, sont souvent des archives précieuses pour retracer ces variations dans le passé. On a aussi des applications qui peuvent être médicales. Par exemple, les vertébrés, nous-mêmes, formons un squelette. Et bien entendu, au niveau médical, on va s'intéresser à certaines anomalies de formation de ce squelette, que ce soit des problèmes d'os trop cassants, par exemple. Enfin, quelle est l'origine, qu'est-ce qui a conduit à ce genre d'anomalie? Eh bien, il va falloir comprendre les processus de formation du minéral, le squelette, par les êtres humains. On a aussi un certain nombre de problèmes ou de cas où on a des infections microbiennes qui peuvent favoriser la précipitation de minéraux. Et c'est le cas, par exemple, dans la formation de certains calculs rénaux. Tous les calculs rénaux ne sont pas d'origine infectieuse, liés à une infection microbienne, bactérienne, mais certains le sont. Et là encore, on voit le besoin de comprendre comment les bactéries forment ces minéraux qui vont induire ces calculs si douloureux et de comprendre quelles bactéries sont capables de le faire. Enfin, il y a un certain nombre d'applications et de plus en plus d'applications technologiques liées au domaine de la biominéralogie. Le vivant, du fait des millions d'années d'évolution qui ont permis d'optimiser des stratégies pour former des phases minérales, a du coup mis en place des recettes particulièrement efficaces pour synthétiser des matériaux à moindre coût énergétique et avec des propriétés physico-chimiques très particulières, très poussées et très efficaces. Et du coup, on a de plus en plus de travaux qui essayent de comprendre ces stratégies pour essayer de les reproduire et de les mimer. On parle de biomimétisme. Et de construire de nouveaux matériaux avec des propriétés particulièrement intéressantes pour un certain nombre de technologies. Il y a un certain nombre de cas comme ça, de matériaux avec des propriétés magnétiques très particulières ou des propriétés électriques très particulières. Et enfin, je dirais toujours dans le domaine de cette technologie, on a des processus de formation de minéraux, des formations massives de minéraux par certaines bactéries qui peuvent être utilisées par exemple pour cimenter des sédiments ou des sols, quand on a besoin de stabilisation mécanique de ces sédiments. Et donc là, on peut être amené à stimuler l'activité microbienne dans ces sédiments, qui va conduire à la formation de minéraux qui vont venir coller, maintenir, consolider les grains des sédiments les uns par rapport aux autres. Voilà quelques exemples d'applications. Alors, en biominéralogie, on s'intéresse aussi beaucoup à ce que l'on va appeler les cycles biogéochimiques. Qu'est-ce qu'un cycle biogéochimique? Un cycle biogéochimique, c'est une modélisation par les scientifiques qui permet de comprendre comment un élément chimique donné, le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, va être transformé à la surface de la Terre, ou même à l'intérieur de la Terre, et comment il va être transporté d'un compartiment, de ce qu'on délimite comme un compartiment, à un autre. Alors, comme exemple de compartiment et de cycle biogéochimique, on peut prendre le cycle du carbone à la surface de la Terre, et là on va distinguer un certain nombre de compartiments qui ont un fonctionnement propre. Par exemple l'atmosphère, les océans et les rivières qu'on va nommer hydrosphère, le vivant lui-même, qu'on va nommer biosphère. Et voilà, ces compartiments contiennent tous du carbone, sous des formes différentes. Et ce carbone va être échangé entre ces compartiments. C'est-à-dire que du carbone peut passer de l'atmosphère vers les océans, et de l'océan vers l'atmosphère,
de l'atmosphère vers le vivant et vice-versa. Et puis, bon, voilà, toutes les combinaisons possibles. Donc, voilà ce que c'est un cycle biogéochimique. C'est simplement une modélisation, une représentation de ces transferts d'éléments chimiques et de transformations. Donc, à la fin, on peut aboutir à un modèle assez compliqué, assez complexe, avec énormément de compartiments. J'en ai décrit 3, mais on pourrait en avoir une cinquantaine, avec des interactions entre tous ces compartiments. Et là, il y a un peu de mathématiques à faire, mais le plus difficile là-dedans, dans tout ça, c'est vraiment de décrire tous ces échanges et la dépendance de ces échanges à des paramètres physico-chimiques à la surface de la Terre. Alors, dans ces cycles biogéochimiques, quel est le rôle des micro-organismes? Les micro-organismes jouent un rôle à au moins 2 titres dans les cycles biogéochimiques. Le premier rôle, c'est qu'ils sont en soi, eux-mêmes, un compartiment. Ça semble contre-intuitif à première vue, quand on se dit qu'un micro-organisme est de très petite taille, et qu'on a du mal à imaginer que le carbone qui est piégé dans ces organismes de très petite taille puisse être comparable en quantité au carbone qu'on a dans l'atmosphère terrestre, par exemple, qui est un réservoir, un compartiment de très grande taille. Et en réalité, c'est bien le cas. Il y a des estimations de la masse totale représentée par les micro-organismes. C'est des estimations avec encore énormément de barres d'erreur, avec des barres d'erreur relativement larges encore. On a du mal notamment à connaître la masse des micro-organismes dans le sous-sol. Mais ces estimations, la plupart des estimations que l'on obtient aujourd'hui, proposent que la masse des micro-organismes est équivalente à la masse des forêts sur les continents. Et voilà, c'est commensurable. Et du coup, les micro-organismes en soi sont d'abord un compartiment, c'est-à-dire qu'ils contiennent une quantité de carbone, d'azote, de phosphore importante, et il faut les considérer en soi. Il y a un deuxième rôle des micro-organismes dans ces cycles biogéochimiques, c'est qu'ils vont favoriser, accélérer ou réduire un certain nombre de réactions chimiques qui contrôlent les échanges entre les compartiments. C'est-à-dire ils vont jouer ce qu'on appelle le rôle de catalyseur. Si je prends un exemple, ces micro-organismes vont favoriser la dégradation, par exemple, de certaines molécules dans les sols, qui va conduire à la transformation de ces molécules en un carbone, notamment, ou de l'azote, qui va passer en phase gazeuse, et qui vont être libérés de ce compartiment sol vers le compartiment atmosphère. Et vice-versa. D'autres micro-organismes vont être capables de transformer certaines formes gazeuses de l'azote ou du carbone en des formes solides qui vont être piégées dans les océans ou dans les sols. Et donc on voit que là, le micro-organisme n'intervient pas ici en tant que contenant de carbone et d'azote en soi seulement, il intervient parce qu'il catalyse ces transferts entre compartiments géochimiques. Donc les micro-organismes ont un rôle central dans ces cycles biogéochimiques. J'ajouterais en plus que ces micro-organismes sont là depuis très longtemps à la surface de la Terre. La vie est apparue, on ne sait pas quand exactement, mais il y a au moins 3,5 milliards d'années. Et la vie est restée microbienne, uniquement microbienne, jusqu'à il y a, disons, 1 milliard d'années, peut-être même 100 millions d'années. C'est-à-dire que pendant une très grande partie de l'histoire de la Terre, la vie était uniquement microbienne. Aujourd'hui, on a des organismes de plus grande taille, mais il y a toujours aussi ces micro-organismes, et on a vu avec des masses qui sont équivalentes à celles des organismes de grande taille, mais je dirais que sur les 2 premiers milliards d'années de l'histoire de la Terre, il n'y avait que ces organismes microbiens. Donc à ce moment-là, leur importance dans les cycles biogéochimiques était encore plus grande.
Et la dernière chose, c'est que et c'est en lien avec leur rôle de catalyseur, de favorisateur de transformation chimique, c'est leur diversité et notamment la diversité de leur métabolisme. Métabolisme, hein, c'est l'ensemble de ces réactions chimiques qui permet à un organisme vivant de vivre, de dérouler un certain nombre de ses fonctions vitales, biologiques. Quand on regarde le métabolisme qu'on va appeler énergétique, comment un organisme forme ou favorise sa production d'énergie qui va lui permettre de réaliser toutes ses fonctions. Si on regarde ça de manière un peu globale, on va voir que la plupart des organismes macroscopiques en fait utilisent un ou deux métabolismes. Nous-mêmes, nous utilisons la respiration, on utilise le dioxygène dans l'atmosphère pour brûler des sucres, on libère du CO2. Voilà. Et ceci libère cette combustion, cette respiration, libère de l'énergie qu'on utilise pour aller faire du sport, pour tenir debout, etc. La respiration sur l'oxygène. Voilà un des métabolismes clés chez ces macro-organismes. Il existe un deuxième métabolisme chez les plantes, notamment, c'est la photosynthèse. Les plantes utilisent la lumière du soleil pour casser des molécules d'eau, libérer du dioxygène qui va dans l'atmosphère, et ensuite elles récupèrent aussi d'autres particules qui leur permettent de piéger le CO2 dans l'atmosphère, le carbone dans l'atmosphère, et de former des sucres. Voilà un autre grand métabolisme, la photosynthèse, qui produit du dioxygène. Et bien voilà, en gros, chez les macro-organismes, on trouve principalement ces deux métabolismes. Chez les micro-organismes, chez les bactéries par exemple, on en trouve des dizaines d'autres. On a des bactéries qui sont capables d'utiliser l'azote de l'atmosphère et de le transformer en un azote dans une solution, dans un solide, utilisable par les autres organismes. Et donc, les micro-organismes, les bactéries notamment, vont pouvoir catalyser une énorme diversité de réactions chimiques, de transformations chimiques, qui vont du coup jouer des rôles cruciaux dans les cycles biogéochimiques, de l'azote, du phosphore, énormément de métaux, du fer, de l'arsenic, etc., etc. On voit bien donc le rôle crucial des micro-organismes dans les cycles biogéochimiques. Plus précisément, on peut se poser la question du lien que peuvent avoir les micro-organismes dans la formation de roches ou de dépôts riches en métaux. Ça, c'est une étape finalement où ça peut être un aspect qui intervient dans les cycles biogéochimiques où on voit bien, on va avoir transformation de certains éléments chimiques qui peuvent être présents dans l'eau par exemple, qui en précipitant vont être enfouis dans des roches et du coup passer ces éléments chimiques dans ce cas-là sont transférés depuis l'hydrosphère, depuis les océans par exemple, jusqu'à ce qu'on va appeler la lithosphère, c'est-à-dire les sédiments au fond des océans. Y a-t-il un lien avec les micro-organismes? Eh bien oui, il y a de nouveau un lien très important. Les micro-organismes, ou un certain nombre de micro-organismes en tout cas, sont capables de favoriser la formation de minéraux qui sont eux-mêmes les composants des roches. Et donc, quand si ces micro-organismes forment massivement des minéraux, cela peut conduire à la formation de roches. Et de roches qui sont éventuellement de taille importante. Et dans ces roches, j'inclus des roches qui peuvent être des calcaires, mais qui peuvent aussi être riches en métaux, notamment des gisements riches en fer. Voici la magnifique collection de minéraux de Sorbonne Université.
avec des centaines de spécimens minéraux, tous plus beaux les uns que les autres. Vous voyez dans ces différentes vitrines, donc on a un classement qui se fait selon les familles chimiques, donc différentes compositions chimiques des minéraux qui viennent illustrer la grande diversité donc, de ces phases minérales. On va aller regarder, alors a priori l'ensemble de ces familles peut être sujette à des interactions avec le vivant, mais on va aller regarder quelques-unes de ces vitrines donc, qui montrent des interactions particulièrement intéressante. Avec le vivant. Avec le vivant. Par quoi on va commencer? On peut commencer par les... bon, voilà, il y a la famille effectivement des oxydes, où là on a donc une diversité de phases minérales qui sont composées dans ce cas-là d'oxygène et de différents métaux, mais notamment le fer. Et donc les oxydes de fer, il en existe une grande diversité avec par exemple ces cristaux d'hématite ici, ou ici les cristaux de magnétite. Alors ces spécimens a priori n'ont pas été formés par le vivant, mais on connaît des cristaux de magnétite ou d'hématite qui peuvent être formés par le vivant ou à l'inverse dissous par des micro-organismes. La magnétite notamment, c'est un cristal, un minéral qui est composé donc de différents atomes de fer qui sont plus ou moins réduits. Et donc ce minéral, certaines bactéries par exemple forment des cristaux à l'intérieur d'elles-mêmes avec un programme génétique tout à fait spécifique qui leur permet donc de contrôler la croissance de ces cristaux, et in fine de produire des minéraux qui ont des propriétés physiques très particulières, notamment qui fonctionnent comme des aimants et qui vont servir à ces bactéries de compas pour aller se repérer dans le champ magnétique terrestre et de trouver leur chemin vers les endroits qui leur offrent les meilleures conditions pour se développer. C'est ça, donc c'est des cristaux de magnétite qui sont au sein de compartiments à l'intérieur de certaines bactéries qu'on appelle les magnétosomes. Ces compartiments, on les appelle les magnétosomes. Les bactéries elles-mêmes, on parle de bactéries magnétotactiques, c'est-à-dire capables de se déplacer en fonction du sens du champ magnétique. On peut s'amuser à placer un aimant à côté d'une goutte dans laquelle sont ces bactéries, et si on change la direction du pôle nord de l'aimant, on voit ces bactéries effectuer des mouvements dans un sens ou dans l'autre. Et donc là, les magnétites qui sont formés par ces bactéries sont formés à l'intérieur des cellules et vont mesurer de l'ordre de quelques dizaines à une centaine de nanomètres, c'est-à-dire voilà, 1/1000 de l'épaisseur d'un cheveu. Comment les micro-organismes, plus précisément, contribuent à la formation ou forment ces minéraux, ces roches? Il y a différents processus, différentes stratégies impliquées dans la formation de minéraux par les micro-organismes. Dans certains cas, les micro-organismes transforment les conditions chimiques de leur environnement immédiat, du fait des réactions métaboliques qu'ils catalysent. Certaines réactions chimiques catalysées par ces micro-organismes vont par exemple augmenter ou diminuer le pH des solutions qui entourent ces micro-organismes. Et cette augmentation ou cette diminution du pH peut favoriser la précipitation de minéraux. On va donc avoir une action qui éventuellement peut être perçue comme quelque chose d'indirect ou de secondaire, mais voilà, en tout cas ça peut être un mécanisme très important favorisant la précipitation, la formation de minéraux et du coup de roches. Un deuxième processus, ou une deuxième classe d'influence ou d'action, c'est la production de molécules plus ou moins spécifiques qui elles-mêmes vont interagir avec des éléments chimiques dans l'environnement immédiat des micro-organismes et qui vont favoriser l'agrégation, l'agglomération et puis la formation de liaison entre ces éléments chimiques, conduisant à de nouveau la formation d'un solide minéral. Et quand c'est de nouveau de manière assez massive, eh bien, on va pouvoir former des roches. On a aussi certains micro-organismes qui reprennent ces principes,
transformation de la composition chimique d'une solution, intervention de molécules organiques qui vont contrôler la formation des premiers germes, des cristaux, puis leur croissance. Et ces micro-organismes peuvent vraiment contrôler toutes ces choses-là, tous ces processus au sein même de leurs cellules, impliquant des protéines, des acteurs moléculaires très spécifiques, très particuliers, dont la fonction est vraiment la synthèse de ces minéraux. Et donc, à nouveau, cette production peut être massive dans certains cas. On va prendre les falaises d'Étretat. Un premier exemple. Les falaises d'Étretat, c'est des falaises calcaires qui sont formées au Crétacé il y a environ 90 millions d'années. Falaises gigantesques. On visite ces lieux généralement pour le gigantéisme de ces accumulations calcaires. Bon, c'est aussi joli avec le dessin des arches, etc. Mais ces falaises, on les perçoit un petit peu différemment quand on comprend qu'elles résultent de l'accumulation de minéraux formés par des micro-organismes. Ces micro-organismes qui ont vécu il y a 90 millions d'années dans les océans étaient des algues microscopiques, unicellulaires, qui utilisaient la lumière pour leur métabolisme. Elles faisaient ce qu'on appelle la photosynthèse, dont nous avons parlé précédemment. Grâce à ce métabolisme et d'autres molécules spécifiques, ces algues sont capables de former, de précipiter du calcaire à l'intérieur de leurs cellules. Ces petites pièces calcaires micrométriques, elles les expulsent ensuite et forment une véritable carapace qui les entoure. Et ces carapaces, qu'on appelle les coccolithes, après la mort de l'organisme, eh bien, sédimentent, s'accumulent au fond des océans massivement, et on a une telle masse de ces squelettes, entre guillemets, de calcaire, qui finissent par, avec l'enfouissement, se transformer, se consolider, et au bout de plusieurs millions d'années, conduisent à la formation de ces dépôts qu'on observe aujourd'hui au niveau de ces falaises d'Étretat. C'est-à-dire que si on prend un morceau de ce calcaire et qu'on le regarde avec les microscopes adaptés pour être capable de voir ces petits fragments de calcaire, on observe qu'en fait, ce calcaire d'Étretat, c'est une accumulation de ces squelettes d'algues mortes. Alors là, une autre famille, à nouveau une autre famille chimique de minéraux, ce sont les sulfures. On a une grande diversité de sulfures, de nouveau, avec des objets assez magnifiques qui ressemblent à ces miroirs, soit dorés, soit argentés. Ce miroir, par exemple, ce cristal avec des formes géométriques bien particulières est doré, c'est la pyrite, c'est un sulfure de fer, c'est-à-dire composé donc d'atomes de fer réduits, d'atomes de soufre réduits, et qui a cette apparence d'or. À nouveau, on a un spécimen vraisemblablement pas formé par le vivant, mais on connaît des micro-organismes ou des bactéries qui sont capables d'induire la formation et la précipitation de ces cristaux. On a aussi dans ces cristaux, finalement, du fait de la présence de ces éléments, de ces atomes réduits, une grande source d'énergie sous forme chimique qui est stockée dans ces objets. Et du coup, certains micro-organismes vont être capables d'utiliser cette énergie chimique, notamment pour certains en présence d'oxygène dans l'air, et donc coloniser ces minéraux et catalyser, favoriser des réactions chimiques qui vont abîmer, altérer ces minéraux, conduisant du coup à son oxydation, un piquage, et on le voit ici, l'échantillon en surface est altéré, montre ce changement de couleur avec l'apparition de teintes orangées, et qui conduit un peu à la dégradation du spécimen et
la formation de poudre résultant de cette altération de minéraux. Et bien ça, ce genre de réaction peut être catalysé donc par des bactéries notamment, qui sur des échelles de temps relativement longues peut conduire à une disparition du minéral. Un autre exemple de roches formées par des micro-organismes, c'est ces roches, de nouveau des roches calcaires, auxquelles on donne un nom particulier qu'on appelle stromatolites. Ces stromatolites sont des roches calcaires, alors qui peuvent être d'une taille centimétrique jusqu'à plusieurs, elles peuvent mesurer plusieurs mètres, qui ont des morphologies assez diversifiées. Ça peut être des colonnes, ça peut être des boules, ça peut être des choux-fleurs, enfin une forme de chou-fleur, etc. Elles ont toute la particularité où pour la plupart ce sont des carbonates. Et quand on coupe ces roches, on aperçoit des laminations, c'est-à-dire une alternance de couches plus ou moins claires, plus ou moins sombres. On connaît ces stromatolites qui sont en cours de formation aujourd'hui, et ils sont en cours de formation sous l'action de micro-organismes. Ils sont recouverts par des micro-organismes dans des lacs ou bien sur certains littoraux. Et ces organismes sont responsables de la précipitation de ces calcaires. Ce qui est particulièrement intéressant avec ces roches, c'est qu'on les retrouve aussi tout au long de l'enregistrement géologique, jusqu'à il y a 3,5 milliards d'années. Les plus vieux stromatolites que l'on a détectés dans l'enregistrement géologique ont 3,5 milliards d'années, et ça en fait parmi les plus anciennes traces de vie connues sur Terre. Et donc voilà un autre exemple de roches formées par des micro-organismes et qui reçoivent une attention particulière des scientifiques pour comprendre un peu l'histoire de la vie et les conditions dans lesquelles la vie s'est développée dans les premiers instants après son apparition. Dans ces aquariums là, au lieu de, pas pour les poissons cette fois-ci, là on a ramené des stromatolites vivants, actuels, qui se forment actuellement dans des lacs à différents endroits du monde, beaucoup du Mexique, certains de Sardaigne. Et donc on a prélevé des morceaux qu'on a ramenés, qu'on met en aquarium, qu'on soumet à un éclairage qui va durer 12 heures, et puis ça s'éteint pendant 12 heures. Donc on simule une sorte de cycle jour-nuit. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on leur donne. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les communautés microbiennes s'accroissent. On a vraiment de la division et on a une accumulation ici de matière organique. On voit au fond des aquariums cette sorte de sédiment verdâtre, marronâtre, qui est en fait l'accumulation d'organismes, alors vivants ou morts, mais qui se sont en tout cas multipliés au sein de l'aquarium. Et là, ça nous permet de maintenir un peu au laboratoire la diversité des micro-organismes qui sont associés à la formation de ces roches, et donc de les étudier un peu plus facilement, sans avoir à retourner constamment sur le terrain, loin, etc. Et puis éventuellement, ça peut nous permettre de faire un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire commencer à soumettre ces organismes à des conditions un peu différentes, et de voir comment ils répondent, comment ils peuvent former ou pas des phases minérales qui constituent ces roches. Voilà. Et là, on a donc ceux-là, par exemple, viennent du Mexique, c'est des lacs dans des cratères de volcans avec une eau douce, alors elle est un peu salée par rapport à celle qu'on aurait dans notre robinet, mais bon, ça reste de l'eau douce. Et celui-ci, par exemple, vient de Sardaigne. Là, on est en milieu côtier. C'est des lagunes en fait qui sont juste à l'arrière des dunes de sable derrière la plage. Et là, c'est de l'eau de mer en fait qui remplit ces lagunes, et de l'eau de mer qui en plus s'évapore au cours de l'année. Les lagunes deviennent sèches complètement en fait l'été. Donc il reste toute une croûte de sel.
Et donc là, dans ces environnements, on a vraiment des milieux, des eaux très salées. Très salées. Et malgré tout, on a ces communautés microbiennes encore très diversifiées. Alors ce ne sont pas les mêmes espèces que celles qu'on trouve dans les eaux douces, mais on a ces communautés microbiennes très diversifiées qui poussent à la surface de ces cailloux et où les forment sur des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années. Alors, quels micro-organismes sont capables de former des minéraux? C'est une question à laquelle on ne répond encore pas exhaustivement aujourd'hui. On n'a pas une liste exhaustive de ces micro-organismes. On en connaît un grand nombre. Ils sont très diversifiés, ils appartiennent à un très grand nombre de phyla du vivant. On en découvre encore aujourd'hui chaque jour peut-être, chaque semaine, chaque mois. On découvre leur existence et le fait qu'ils sont capables de former des phases minérales. On a énormément progressé avec bien sûr les progrès de la biologie moléculaire qui aujourd'hui nous permettent dans l'environnement d'identifier de manière et plus fine et plus facilement les micro-organismes. Mais on a aussi besoin de regarder ce que tous ces êtres vivants, parmi tous les êtres vivants, lesquels sont capables de former du minéral. Et quand je dis regarder, il faut se mettre à l'échelle des micro-organismes, c'est-à-dire l'échelle un peu modèle, c'est disons de l'ordre du micromètre, c'est-à-dire là un centième de l'épaisseur d'un cheveu. Voilà l'échelle à laquelle il faut se placer pour observer un micro-organisme et savoir si oui ou non il forme des minéraux. Il existe aussi une grande diversité de minéraux d'ailleurs et de roches qui sont formés par les micro-organismes et à ce jour on ne connaît pas de manière exhaustive la liste je dirais, de ces micro-organismes. La formation. Parce que ici, ce qu'on voit en fait, c'est vraiment la diversité des espèces minérales, au sens où on a défini, comme on définit une espèce biologique, on définit des espèces minérales et on distingue les espèces selon leur composition chimique et c'est la façon dont cette collection est agencée. Donc les différentes vitrines vont correspondre à différentes compositions chimiques. Et on définit aussi l'espèce minérale sur la façon dont sont agencés les atomes au sein de la structure atomique de ces solides. Le terme d'espèce minérale, comme on définit une espèce biologique, donc se compare sur cette volonté de classifier, de classer les choses, mais elle a été faite bien entendu indépendamment, sinon d'une quelconque relation entre le monde vivant et le monde minéral. Donc voilà, donc cette collection elle illustre un peu cette diversité des espèces minérales. Elle montre surtout, elle met en avant la beauté et la diversité des minéraux et des cristaux. Mais donc ce qui nous reste, je pense, à construire, ce qui serait intéressant de construire, en fait, ça serait une visite qui montre, qui illustre, voilà, ce lien entre le vivant et le minéral, qui n'est pas montré ici, je dirais, mis en avant, mais qui permettrait de montrer que finalement, on a plein de micro-organismes qui peuvent, ou d'organismes vivants qui peuvent soit produire ces espèces minérales, soit les dissoudre, et du coup qui rentrent un peu dans le cycle de vie de ces minéraux. Et là, c'est plus la sensation, c'est la psychanalyse. Si tu veux, un sol, au bout de... c'est rarement plus d'un mètre d'épaisseur.
après, c'est des... sauf si c'est des sols polycycliques, des colluvions et tout ça. Oui, on fait un menu. En quoi la biominéralogie peut nous aider à mieux appréhender le fonctionnement des sols, et notamment pour l'agriculture. On a vu le rôle central des micro-organismes dans les cycles biogéochimiques. On a aussi vu qu'une partie de cette influence ou de cet impact des micro-organismes sur les cycles biogéochimiques se fait via la formation de phases minérales, ou à l'inverse d'ailleurs, ce dont on n'a pas trop parlé, mais peut se faire aussi via l'altération des phases minérales, hein, on va parler de dissolution des phases minérales, et qui elle aussi peut être catalysée, peut être influencée, favorisée par des micro-organismes. Donc les phases minérales sont un réservoir, un compartiment d'un certain nombre d'éléments chimiques. Ça peut être le carbone, ça peut être le phosphore, ça peut être l'azote, ça peut être bien sûr les métaux comme le fer, le manganèse et de nombreux autres métaux. Et ces éléments chimiques, alors pour certains, vont être indispensables aux plantes. À des concentrations trop fortes, ces éléments chimiques peuvent devenir toxiques pour les plantes. Et donc ces minéraux piègent ces éléments et les rendent en partie non accessibles, non disponibles pour les plantes. Donc en ça, le piégeage des éléments dans des minéraux sous l'influence de micro-organismes peut modifier la disponibilité de ces mêmes éléments pour les plantes. En bien, si c'est une détoxification, si c'est un piégeage d'éléments trop concentrés ou toxiques. En mal, si c'est bien sûr un piégeage tellement fort que les plantes n'ont plus accès à ces éléments indispensables. Donc, comprendre l'influence de ces micro-organismes à nouveau dans la disponibilité des éléments chimiques indispensables ou toxiques pour les plantes et l'influence que peuvent avoir les micro-organismes sur ces piégeages est certainement important dans le cadre de cette compréhension des cycles biogéochimiques au sein des sols et de ce qui va pouvoir être utilisé par les plantes ou non. On a aussi, c'est vrai que c'est un volet alors qui n'est pas tant étudié que ça, mais bon, il existe quand même un certain nombre d'équipes qui travaillent là-dessus. C'est vraiment cette partie de dissolution où, en fait, finalement, le sol, là, c'est cette interface entre la roche-mère et puis jusque la racine, quoi. Et les éléments nutritifs, la plupart des éléments nutritifs, bon, sauf le CO2 qui est apporté par l'air, l'azote en partie apporté quand même par l'atmosphère à un moment au moins, mais il y a de nombreux éléments nutritifs minéraux qui sont au départ dans la roche-mère et qui sont libérés parce qu'il y a altération, dissolution des minéraux. Alors bien sûr cette dissolution et cette altération elle peut se produire sans le vivant, mais clairement il y a des micro-organismes, des champignons notamment, hein, qui vont accélérer ces réactions de dissolution et du coup qui vont rendre accessibles ces éléments piégés initialement dans les roches aux vivants qui se développent et aux plantes, quoi. Alors, est-ce que je me suis déjà senti seul? Alors, c'est une question avec de nombreux tiroirs. Effectivement, quand on a conscience de l'omniprésence des micro-organismes autour de nous, sur nous, dans nous, etc., on peut se dire qu'on n'est jamais seul. Le fait de penser assez souvent ou d'avoir l'esprit occupé par l'existence de ces interactions entre les micro-organismes et leur environnement, les micro-organismes et les minéraux qui se produisent à tout moment, partout autour de nous et dans les différents paysages, dans les différents endroits qu'on peut visiter. Bon,
je ne sais pas si ça rend moins seul, en tout cas ça occupe un peu l'esprit et peut-être ça permet de ne pas penser au moment où éventuellement on est vraiment seul. Enfin, une autre réponse un peu aussi, toujours un peu personnelle, mais c'est pour le coup en lien avec le travail du scientifique là, et le travail du scientifique dans ce domaine, sur ces questions-là. Ces questions du lien entre les micro-organismes et les minéraux. Là, il m'est arrivé de me sentir seul, même si dans l'absolu, il y a de nombreuses autres personnes qui travaillent dans ce domaine, mais je dirais que traditionnellement, on a eu tendance, au cours de l'histoire des sciences, à cloisonner un peu les disciplines. Et travailler sur les micro-organismes, c'était un travail de microbiologiste, de biologiste. Travailler sur les minéraux, c'était un travail de géologue. Et je pense que quand j'ai commencé ma carrière, on était à un stade où il pouvait être compliqué de faire comprendre l'importance de travailler indépendamment de ce cloisonnement qu'on a imposé de discipline, le besoin de faire et d'utiliser les méthodes développées par la biologie et les méthodes développées par les géologues ou les physiciens ou les chimistes pour répondre à ces questions. Et c'est un moment où, ça c'est des instants où je me suis senti un peu seul, des fois d'avoir besoin de me battre et de justifier que les questions qui se posaient nécessitaient de faire table rase un peu de ce cloisonnement un peu artificiel et institutionnel qu'on a pu mettre. Je suis de moins en moins seul là-dessus, enfin ça fait très longtemps que les personnes qui travaillent sur ces questions se sentent de moins en moins seules. Je pense que l'interdisciplinarité, c'est-à-dire le besoin de travailler entre plusieurs disciplines, à cheval sur plusieurs disciplines, s'est imposé au cours des dernières années. On a bien compris que pour répondre à une question complexe, il fallait utiliser tous les savoirs et les savoir-faire développés par des disciplines différentes.